Bonjour à toutes et à tous. Pendant que nos intervenants sont en train d'installer, je vous souhaite la bienvenue au Festival d'Histoire de l'Art à Fontainebleau, avec un thème, le climat, et un pays invité, la Belgique. Et vous avez compris qu'ici, c'est la Belgique qui a l'honneur pour parler du thème des voyages et des échanges dans les anciens Pays-Bas, et en particulier la principauté de Liège, pour la période 15e, 18e siècle. Alors nous avons le plaisir d'accueillir 3 intervenants. Je vais les présenter peut-être dans l'ordre chronologique de leurs interventions, en espérant ne pas me tromper, même si Gaëtane Mess m'a dit qu'elle allait d'abord introduire le sujet. Mais je pense qu'ensuite, on entendra Jean-Marie Guillouette, c'est ça ? Donc, qui est professeur d'histoire de l'art médiéval à l'Université de Bourgogne, à Dijon. Son travail porte sur la sculpture, l'architecture des XIVe et XVe siècles en France, au Portugal, mais aussi sur la question des échanges artistiques et culturels dans l'Europe gothique. Et il travaille aussi actuellement sur l'histoire sociale et culturelle du geste technique dans l'artisanat du Moyen-Âge tardif. Il a écrit plusieurs études sur la micro-architecture du gothique flamboyant et la technicité constructive du Moyen-Âge tardif. On entendra ensuite Dominique Allard, qui est donc la partie belge de cette table ronde. Donc elle est professeure à l'Université de Liège. Elle travaille, elle, sur l'art des 15e et 16e siècles dans les anciens Pays-Bas et la principauté de Liège, mais également sur les interactions entre ces régions et l'Italie, et sur la réception de l'art flamand en Italie. Elle s'intéresse particulièrement à des artistes tels que Pierre Bruegel l'Ancien et Lambert Lombard. Et elle s'intéresse aussi aux conditions d'exercice de la profession d'artiste au XVIe siècle, ainsi qu'aux aspects techniques de la pratique picturale, à travers l'examen des œuvres, mais aussi à travers l'étude des sources écrites. Et puis, Gaëtane Mess reprendra la parole. Donc, en fait, ils sont par ordre chronologique de champ d'études. Gaëtane Mess est professeur des universités, donc en histoire de l'art des temps modernes à l'université de Lille. Elle travaille aussi sur l'art des anciens Pays-Bas, la Flandre, la Hollande, mais aussi l'art français, en les envisageant dans un esprit de décloisonnement. Elle s'intéresse aussi aux fonctions sociales de l'art et au rapport entre art, littérature, sciences au XVIIe et XVIIIe siècle. Et donc, elle s'intéresse particulièrement aux échanges artistiques entre la France et les pays du Nord, mais aussi aux questions de réception artistique, d'enseignement du dessin ou encore de statut de la gravure. Je lui laisse donc la parole pour introduire la table ronde. Merci pour ces présentations très très sympathiques. Moi, je voudrais simplement vous présenter le titre et le thème général qui nous réunit tous les trois, puisque vous savez qu'effectivement, on a des champs chronologiques tout à fait différents, mais successifs. Et en fait, ce qui nous réunit, c'est effectivement la notion d'échange. Et ce qu'on voulait faire, c'était à travers cette notion d'échange, vous présenter différents angles d'approche, mais surtout avec un fil conducteur qui nous tient à cœur. C'est depuis qu'on a commencé à faire des recherches sur les échanges, de montrer qu'il est beaucoup plus intéressant d'envisager l'histoire de l'art d'un point de vue européen que ce que l'on faisait il y a quelques décennies, quand notamment moi j'ai commencé mes études, où on avait vraiment une priorité absolue qui était toujours donnée à l'Italie pour les temps modernes. Et ça m'a toujours dérangée dès mes premières années, dès que j'étais étudiante. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui a beaucoup marqué mes recherches, de rééquilibrer un petit peu cette approche. Et je pense que c'est ce qui nous rejoint aujourd'hui. Et c'est ce qu'on va essayer de vous montrer donc, à travers ce parcours qu'on vous propose aujourd'hui. Donc, c'est Jean-Marie qui va commencer. Ah oui, il faut prendre le micro. Voilà. Merci beaucoup Gaëtane. Alors, je vais ouvrir le bal sur cette question-là. Soyons clairs, on a bien 1h30 au total ou 1 heure ? 1h10. Un petit peu moins d'1 heure. Donc je vais pas parler trop longtemps. On s'était dit qu'on passerait une dizaine de minutes, c'est bien ça, à peu près, un peu plus, mais aux alentours de cela. En espérant surtout susciter la discussion auprès de vous, à la fois une discussion documentaire sur les objets eux-mêmes, mais aussi méthodologique sur la logique elle-même que nous partageons, ou plutôt qui est le fondement de cette table à trois, qui est effectivement de mettre en évidence, c'était un des enjeux d'un programme de recherche que j'avais eu l'honneur d'organiser à l'Institut national d'histoire de l'art il y a quelques années, de mettre en évidence d'abord
les logiques dynamiques, les logiques de connexion, les logiques d'échange, les logiques de transfert dans l'Europe gothique et même donc moderne jusqu'à l'époque la plus récente. Alors il y a un paradoxe, je vais commencer, c'est très français de commencer par un paradoxe, consistant à dire qu'effectivement un des enjeux, comme vient de le souligner Gaëtan, est de dépasser les logiques, la logique des nationales, ou plutôt de concevoir, c'est un mouvement assez récent, qui est un des produits de l'émergence et de l'affirmation de l'histoire connectée ces 20 dernières années, que d'insister sur la nécessité d'analyser ces phénomènes à travers les circulations, les déplacements des artistes qui circulent à travers ces espaces nationaux. Donc ce qui est intéressant, c'est à la fois une perspective, et c'est là où se niche le paradoxe par lequel je voudrais commencer, une démarche scientifique qui vise à nier la pertinence du fait national ou de l'identité nationale, tout en concevant le cadre national comme, même pour en insister sur ces dépassements, mais comme le cadre d'analyse de base. En ce sens-là, c'est-à-dire que pour bien insister sur l'importance d'une histoire nationale, on est obligé d'insister sur l'existence préalable de nations. Ce qui, pour l'époque médiévale, et c'est en ça sur quoi je voudrais commencer, pose d'énormes problèmes, bien évidemment. Pour le XIVe ou le XVe siècle, parler de nation est extrêmement compliqué, si ce n'est sur la base d'un anachronisme ou d'une erreur de désignation, puisque malgré tout, le terme de nation existe au Moyen-Âge, mais il est utilisé dans l'organisation universitaire, notamment de la Sorbonne, où les étudiants sont organisés en nations, la nation de Picardie, la nation de France, la nation de Toulouse, mais qui recoupent d'autres réalités de ce que nous identifions, nous par nation. La vraie question, me semble-t-il, et que l'historien d'art et que j'ai tenté de me saisir et que j'ai essayé de vous montrer sur mes objets, qui sont ce lien privilégié, me semble-t-il, qu'on a passé sous silence entre les Pays-Bas méridionaux, l'actuelle Belgique et la péninsule ibérique. La vraie... Comment dire, la vraie pertinence de cette notion-là, elle doit se baser sur, je citerai cet auteur-là qui est tout à fait récent, qui a fait un travail tout à fait admirable, qui est Léonard Dauphin, sur les géographies vécues au XIVe, XVe siècle, ce qu'il savait de la France, et qui a étudié en tant qu'historien, sur la base des textes, la perception, la connaissance, le vécu des acteurs du XIVe, enfin, lui avec une chronologie plus large, 13, 16, mais grosso modo 14, 15, la perception de ces acteurs, de leur géographie vécue, et notamment des ethnotypes qu'ils mobilisent. Qu'est-ce qu'être français au XIVe siècle? Qu'est-ce qu'être picard au XIVe siècle? Qu'est-ce qu'être flamand au XIVe siècle? Comment cela se traduit dans une expérience du paysage, dans une expérience de la langue, dans une expérience du manger, et qu'il y a toute une série de critères essentiellement textuels que Léonard Dauphin utilise, qui est un travail absolument admirable que je conseille très vivement, mais que lui, en tant qu'historien d'art, ce qu'il ne mobilise pas en tant qu'historien d'art, c'est l'art, c'est la production artistique. Or, précisément, cette expérience de l'exogénéité artistique est au cœur de cette... est précisément une expérience qui est aussi faite par les artistes, les commanditaires des XIVe, XVe siècles. Et pour vous parler pour vous montrer cet espace qui va être ce lieu que nous allons regarder, j'ai juste mis 3 cartes à titre, c'est une formations pédagogiques d'enseignants, successivement la mise en place de ce fameux double territoire burgondo-nordique, en quelque sorte septentrional, avec d'un côté les territoires des ducs de Bourgogne, hérités, donnés par Jean le Bon à son fils Philippe le Hardi, puis les territoires acquis par Philippe le Hardi après son mariage de 1369, qui ont été progressivement agrandis. Là, les possessions des ducs de Bourgogne sous Philippe le Bon, le plus grand règne, le grand duc d'Occident, et la dernière carte, c'est le projet politique de Charles le Téméraire, qui va se fracasser sur la réalité politique et militaire de Louis XI. On nous a parlé de manière très, très éloquente et très plaisante Bart Van Loo hier, pour ceux qui étaient dans la grande salle de la cour, qui vous montre tout cela, qui est cet objet politique burgondo-septentrional, avec tous ces territoires-là.
Et ce sont ces territoires du nord de l'Europe, Brabant, Hainaut, Picardie, Flandre, Gueldre, Luxembourg, également les évêchés de Liège, tous ces territoires-là qui vont être au cœur de ce que nous allons dire, qui il a été rappelé à propos du travail de Dominique Allard, ont été déjà, et ils le sont encore, mis en relation avec l'Italie dans cette dualité, ou ce dialogue Italie-Flandre qui est une espèce de poncif comme ça de la discipline, enfin poncif légitime, c'est-à-dire ça correspond à une réalité. Malgré tout, moi, mon expérience de médiéviste m'a conduit à me tourner vers d'autres territoires qui a été très souvent passé sous silence, beaucoup moins en tout cas étudié de ce point de vue-là, et on peut peut-être regarder la suivante, qui sont les territoires ibériques que j'ai commencé à aborder. Et je donnerai juste là quelques exemples pour vous montrer la richesse simplement de cette... Mon idée, c'est pas là de faire un exposé sur l'ensemble de ces artistes septentrionaux, Hainuyers, Flamands, Gueldrois ou Brabançons qui travaillent dans la péninsule ibérique. Juste quelques exemples pour vous montrer l'importance de tout cela, que j'ai commencé à découvrir pour ma part avec le portail du monastère de Batalha au Portugal, au centre du Portugal, qui est une fondation éminemment politique, qui est une fondation qui a été faite pour commémorer une victoire militaire sur le trône de Castille, et puis l'arrivée au pouvoir du trône sur le siège portugais, sur le trône portugais, d'une nouvelle dynastie, d'une dynastie importante qui va être forger un peu le début du rayonnement portugais à la fin du Moyen-Âge. Et alors, ce qui est très intéressant, me semble-t-il, et très important, on peut peut-être montrer, là je vous montre la façade de cette façade. Alors, avance encore, il y a une petite animation encore, jusqu'au bout, où on voit en fait le parcours que l'on peut reconstituer des ateliers de sculpteurs et d'architectes ayant traversé l'Europe entre la fin du XIVe siècle et les années 1420-1430. Ce que je veux dire par là, pourquoi est-ce que j'insiste là-dessus, c'est parce que très précisément, alors sans qu'on en ait de preuves textuelles bien évidemment, mais très certainement le caractère exogène des formes qui sont employées, notamment si tu peux revenir à la précédente, voilà, de ces formes employées qui n'ont pas d'équivalent dans les générations antérieures au Portugal, le caractère de rupture visuelle de ces formes est très clairement lié à à cette dimension inaugurante d'une nouvelle dynastie qui se forge dans les années 1380, entre les années 1385, enfin c'est la fondation de l'institution en 1385, mais les travaux s'étalent entre 1402 grosso modo et 1420, une nouvelle dynastie qui se forge un langage visuel qui est directement inspiré, repris de ces artistes septentrionaux, en l'occurrence des artistes picards. Alors on peut avancer si tu veux bien au bout. Et on peut suivre toute une série d'artistes comme ça. Alors ça, ce ne sont pas les artistes qui ont travaillé à Batalha, c'est toute une série d'autres noms qu'on peut retrouver dans les archives en quantité absolument considérable de tous ces personnages qui traversent l'Europe. La suivante encore, dont on trouve encore, dont on trouve d'autres exemples dans des monuments parmi les plus célèbres du Portugal actuel, comme le portail sud du Mosteiro de Belém, réalisé dans les décennies, on est là dans le premier quart du XVIe siècle pour faire simple, dans lequel on voit des artistes, quelques maîtres Machim par exemple, qui réalisent des œuvres dans un vocabulaire très clairement issu de leur apprentissage septentrional, burgondo-flamand pour le dire là de manière à grands traits, c'est une étiquette qui n'a pas de sens, et qui, dans le même temps, et c'est en cela que cet effet de créolisation, c'est pas d'ailleurs un effet de créolisation, mais d'acculturation est intéressant, qui en même temps, ces artistes, Mestre Machim par exemple, qui est un artiste flamand, travaillant au sein d'un atelier de Biscayens, d'artistes venus de Biscaye, donc du nord de l'Espagne, pour la capitale, pour cette fondation royale portugaise, et qui, pour cet extraordinaire portail sud, puise son inspiration dans des pièces d'orfèvrerie réalisées par un artiste portugais, Gil Vicente, quelques décennies plus tôt. Donc il y a un effet de mutation à la fois géographique, également matérielle et dans les échelles ici.
c'est une histoire de longue durée, la suivante, puisqu'en fait, depuis le XIVe siècle, et ailleurs dans la péninsule ibérique, on trouvait d'autres exemples de ces artistes comme Joan de Tournai pour ce très beau tombeau de Saint-Narcisse. Nous sommes là en Catalogne. Au début du XIVe siècle, toute une série d'artistes, pour vous montrer que ça s'inscrit dans la longue durée de l'évolution, d'artistes qui, on suppose, ont peut-être été conduits à migrer à la suite de crises frumentaires importantes au début du XIVe siècle dans le nord de l'Europe, et qui installent une tradition de migration, d'installation, et qui installe, comme on l'a vu, un peu comme je viens de le signaler à Battaglia, cette idée que ces formes exogènes sont chargées par leur caractère exogène, leur caractère atypique, si je puis dire, sont chargées de significations propres, ce qu'on peut voir dans les deux suivantes. Alors, peut-être pas celle-ci, d'ailleurs, la suivante, en fait, et je vais terminer sur cet exemple-là, pour ne pas être trop long. C'est un autre cas tout à fait similaire. Nous sommes un peu plus tard, au début du XVe siècle, entre 1413 et 1419. C'est le tombeau de Charles III le Noble à Pampelune, réalisé par cet artiste Jean Lhomme, également Brabançon Brabançon ou flamand, qu'on trouve dans la documentation à travers sous de nombreuses variations patronymiques, qui est en fait l'acclimatation dans la couronne d'Aragon et à Pampelune du modèle, vous l'avez peut-être reconnu, du modèle des tombeaux des ducs de Bourgogne à Champmolles. C'est clairement une reprise expressis verbis de ce modèle slutérien à Champmolles, en Bourgogne. Et là, mon lieu d'exercice académique joue aussi un rôle dans cette mise en rapport. Je rappelle qu'à Champmolles, ce qui s'est passé, enfin, ce premier transfert artistique de Champmolles, c'est un artiste, Klaus Luther, venu du Brabant septentrional, de non loin d'Amsterdam, ayant travaillé, forgé à Bruxelles dans les années 1389, puis travaillant à partir de 1393, dans le portail et dans les tombeaux de Champmolles. Donc il y a déjà, et qui avec lui apporte un certain nombre d'artistes venus du Brabant, qui ensuite vont essaimer dans toute l'Europe. C'était la diapositive précédente, mais je ne vais pas c'est peut-être pas là, si tu peux peut-être la mettre, on a le temps. On voit comment ces artistes originaires de ces espaces septentrionaux, Brabant, Brabant septentrional, vont essaimer selon des logiques de cooptation, alors à la fois familiale, de cooptation professionnelle, et vont créer des réseaux d'importation d'individus, mais aussi à travers eux des réseaux d'importation de formes. Et ce n'est pas un hasard si Francesc de Villaspesa, qui est un des grands cadres de la couronne sous Charles III le Noble, s'adresse à ces artistes-là, à qui précisément il demande d'implanter ici dans la chapelle de Tudela, dans la chapelle de l'Espérance de Tudela, un vocabulaire qui est dans l'esprit des contemporains, un vocabulaire septentrional, proprement flamand, proprement brabançon et flamand, c'est-à-dire associé à tout le prestige de la cour de Bourgogne à ce moment-là. Et c'est en ça que je termine en rejoignant ce que je disais pour commencer, c'est-à-dire qu'avec des exemples comme celui-ci, on peut retrouver, et bien qu'en tant qu'historien d'art, on n'a pas la chance de disposer de toutes les sources que Léonard Dauphin, toutes les sources dont Léonard Dauphin disposait pour son ouvrage, mais malgré tout, les œuvres disent la même chose, c'est-à-dire qu'il y a chez les commanditaires des XIVe et XVe siècles une vraie conscience d'un ethnotype des artistes, ou une sorte d'ethnotype artistique en quelque sorte, c'est-à-dire ces formes-là sont faites pour être brabançonnes, pour être reçues comme telles dans l'Aragon du début du XVe siècle, et pour, ce faisant, associer le commanditaire à tout le prestige qui est alors universellement reconnu de la cour de Bourgogne au début du XVe siècle, cette cour de Bourgogne de Philippe le Hardi, Jean sans Peur et Philippe le Bon, qui est ce foyer de création, un foyer de création à l'ampleur, à la richesse, à la renommée absolument considérable. Et donc, j'ai terminé là-dessus, si ce n'est donc
simplement pour insister sur cette idée que, certes, l'axe Flandre-Italie est un axe central fondateur de la modernité, mais qu'on aurait tort de ne regarder le XVe siècle à l'aune de cet axe Flandre-Italie, que moi, ce qui m'a beaucoup frappé en travaillant sur le Portugal, c'est l'ampleur, l'importance, la richesse et le nombre de ces artistes de l'actuelle Belgique qui ont forgé le goût des commanditaires, qui ont modifié l'horizon d'attente des commanditaires locaux dans toute la péninsule ibérique tout au long du XVe siècle, en important un vocabulaire qui est proprement identifié comme septentrional et flamand. Voilà quelques remarques dressées à grands traits, mais encore une fois, j'espère que tout cela suscitera beaucoup de questions éventuellement plus tard. Merci. Alors, je vais pour ma part vous proposer de nous engager plus résolument dans le XVIe siècle. Et évidemment, le thème des voyages et des échanges, il est absolument central, essentiel quand on aborde l'art du XVIe siècle. Je vais moi aussi envisager la question en termes très généraux, ouvrir quelques pistes de réflexion et peut-être quelques points qui pourront être discutés après nos présentations. Alors, dès les premières années du XVIe siècle, sur ces territoires qui se situent en fait au point de rencontre entre le monde latin et le monde germanique, s'opère avec l'essor phénoménal d'Anvers. Je dis Anvers, moi, comme les Belges francophones, vous dites Anvers. Avec cet essor d'Anvers s'opère une dilatation de la géométrie spatiale dans laquelle les habitants se positionnent mentalement. Pour le dire en termes très très simples, les horizons s'élargissent brusquement. Et ce n'est pas un hasard, me semble-t-il, si dans les paysages qui deviennent à cette époque précise l'une des spécialités cultivées par les peintres actifs à Anvers, le monde visible prend la forme d'immenses panoramas dans lesquels un fleuve coulant vers les lointains rejoint la mer, l'océan, et en quelque sorte suggère des prolongements bien au-delà de la ligne d'horizon. À cette époque, dans l'art européen, je crois qu'on trouve rarement des expressions aussi puissamment évocatrices de ce qu'on peut considérer comme une dilatation de l'espace familier. Un monde dont les frontières ne cessent de reculer, c'est aussi un monde caractérisé par la diversité des sociétés qui l'occupent et la prise de conscience de cette diversité. Et donc de l'altérité, et parfois de l'altérité profonde, est une autre facette très importante de la mutation culturelle qui s'opère à cette époque. Le grand Dürer, Albrecht Dürer, qui visite les Pays-Bas en 1521. Ce périple aux Pays-Bas a fait l'objet il y a peu d'une très remarquable exposition. Il visite les Pays-Bas en 1521 et il demande à la gouvernante des Pays-Bas, Marguerite d'Autriche, de bien vouloir lui montrer les pièces du Nouveau Monde qu'elle a reçues récemment et qui se trouvent réunies dans son palais de Malines. Il va voir ces pièces et il s'en émerveille. Et cette découverte, cet intérêt pour la découverte d'un ailleurs, autre pays, autre pratique, autre référence visuelle, cet intérêt est vraiment perceptible dans la production laissée par de nombreux artistes sur le territoire qui nous occupe ici. Cet intérêt, l'attraction exercée par un ailleurs différent, conduit des artistes à se déplacer. Et bien sûr, ils se déplacent. Pourquoi ? Pour des raisons économiques, dans l'espoir d'aller faire fortune sous d'autres cieux, dans l'espoir d'aller y vendre leurs œuvres, ainsi que le faisaient déjà leurs prédécesseurs. Et Jean-Marie Guillouette vient de nous en montrer de beaux exemples. Et des exemples de déplacement d'artistes des Pays-Bas et de la principauté de Liège au XVIe siècle, ils sont innombrables. Je cite celui de Peter Cook, qui est un artiste qui se déplace à Constantinople pour affaires. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il documente son voyage. Mais on pourrait citer des tas d'autres exemples.
Cornelis Vermeulen, par exemple, qui accompagne Charles Quint dans la conquête de Tunis et qui documente aussi la conquête de Tunis. On pourrait aussi parler de Peter de Kempener, qui est un artiste qui décide d'aller faire carrière à Séville et qui fait en effet une très belle carrière là sous le nom de Petro Campagna. Les artistes voyagent pour leurs affaires, mais aussi, et de plus en plus, et cela me semble important de souligner cela, de plus en plus, ils voyagent pour voir et pour apprendre, selon la très belle et célèbre formule d'un Florentin installé à Anvers, Lodovico Guicciardini, auteur d'une description de tout le Pays-Bas qui paraît pour la première fois en 1567 à Anvers et qui aura beaucoup de succès. Je pense que Gaëtan pourrait nous en reparler ultérieurement. Et sur les artistes désireux de voyager pour voir et pour apprendre, on observe sans surprise que c'est l'Italie qui exerce une attraction particulièrement vive dès le XVIe siècle dans les anciens Pays-Bas. Et la principauté de Liège, comme partout en Europe, les lettrés, les amateurs d'art et les artistes sont confrontés en fait à la croissante hégémonie culturelle de l'Italie. Et bien sûr, quand ils se rendent dans la péninsule, ce que les Italiens appellent les fiamminghi se retrouvent dans un univers totalement différent de leur univers familier. Et donc, il ne faut pas seulement traverser les océans, comme je viens de l'évoquer il y a un instant, l'expérience de l'altérité, de la multiplicité des références culturelles, elle se vit aussi à la seule échelle de l'Europe chrétienne occidentale, où le choc des cultures est déjà très fort. Dans les anciens Pays-Bas et la principauté de Liège, on va voir certains artistes fascinés par l'Italie, certains artistes qui adhèrent résolument aux formes, aux idiomes artistiques très différents dès lors, qu'ils découvrent en Italie. Et par exemple, un tenant de ce qu'on appelle l'italianisme aux Pays-Bas, c'est Frans Floris, un peintre qui fut vraiment très en vue au XVIe siècle. Alors évidemment, on pourrait citer des tas d'autres exemples, Lambert Lombard, Martin van Heemskerk, on a des tas d'artistes qui, venus du Nord, s'installent pour un séjour plus ou moins prolongé en Italie et s'imprègnent de ces formes, de ces idiomes artistiques qui sont en faveur en Italie et en quelque sorte, quand ils reviennent dans leur pays, les y diffusent. Ce qu'il me semble aussi important de noter, c'est qu'à la croissante hégémonie culturelle de l'Italie, les artistes du Nord opposent parfois aussi des résistances. De manière plus ou moins affirmée, selon les cas, ils font valoir des spécificités locales comme autant d'alternatives aux modèles italiens. Car à côté de la fascination pour la culture et l'art italien, il y a aussi chez les fiamminghi la fierté d'une tradition prestigieuse qui remonte à ce passé bourguignon que Jean-Marie Guillouette a évoqué. Une fierté aussi devant les révolutions artistiques qui se sont produites au pays récemment. Bosch et Bruegel sont évidemment les noms qui viennent directement en tête. Et bon, je montre ici des tableaux de Bruegel, parce que Bruegel, c'est un cas très intéressant d'un artiste qui se rend en Italie, qui connaît donc l'art italien, mais qui pratique un art tout à fait différent. Et donc, c'est ainsi qu'on voit cohabiter les tendances les plus contrastées. Art italianisant, spécificité locale, là encore pour le dire en termes très très simples, et des tendances en fait qui sont parfois vraiment perçues comme antagonistes à l'époque. C'est vraiment intéressant de mesurer cette prise de conscience de la diversité des idiomes artistiques, la confrontation de ces tendances extrêmement différentes captive les beaux esprits. On a des tas de témoignages de cela. Et d'ailleurs, les œuvres que je vous montre ici, que j'ai réunies ici, se trouvaient toutes rassemblées dans une même collection, celle d'un grand financier anversois, qui avait une villa aux abords d'Anvers dans laquelle il y avait essentiellement des œuvres de Bruegel et de Frans Floris. Et évidemment, on était confronté à ce choc lié à la différence des formes artistiques et des idiomes artistiques.
Alors, au XVIe siècle, les artistes et les amateurs d'art découvrent aussi la diversité des langages artistiques sans voyager. Ils la découvrent par le biais de la gravure. Et il importe de rappeler ici qu'Anvers, au XVIe siècle, était l'un des plus grands centres européens de la production et du commerce de l'image imprimée, de l'estampe. La maison d'édition alors la plus célèbre aux Pays-Bas portait un nom particulièrement évocateur, aux 4 vents. Et de fait, elle a aussi les formes artistiques les plus contrastées, cohabitées. De nouveau, autant d'idiomes artistiques, de références visuelles qui invitaient à être comparées, confrontées, discutées. Et donc voici 2 exemples parmi des tas d'autres que je pourrais vous montrer de cette production diversifiée issue de l'officine aux 4 vents. Alors, un point sur lequel je souhaiterais insister à présent concerne les enjeux des spécialités cultivées par les fiamminghi au XVIe siècle. Alors, on s'est beaucoup intéressé à ces spécificités depuis le XIXe siècle et parfois pour de mauvaises raisons. Au XIXe siècle, dans un contexte d'affirmation des spécificités nationales. Mais je pense que cette étude reste intéressante aujourd'hui. Que peut-elle nous apporter aujourd'hui quand nous l'envisageons dans une perspective européenne comme nous essayons de le faire ici? Je vais proposer très rapidement, très schématiquement, 2 axes de réflexion, là encore, pour ouvrir éventuellement le débat ultérieurement. À mes yeux, l'une des spécialités des fiamminghi, l'étude des spécialités des fiamminghi, elle est intéressante parce qu'elle nous invite à interroger et à dépasser les cadres conceptuels qui ont façonné notre vision de l'histoire de l'art européen. Voici un exemple de cela. Pendant très longtemps, l'histoire de l'art européen s'est focalisée sur ce qu'on appelait, depuis le XVIe siècle précisément, depuis Vasari, les arts du dessin. Les arts du dessin, qu'est-ce que c'est ? C'est la sculpture, la peinture et l'architecture. Et en fait, on a toujours accordé moins d'attention aux autres disciplines artistiques, qui étaient d'ailleurs jusqu'il y a peu significativement appelées les arts mineurs. Moi, j'ai encore connu ça, on m'a encore enseigné les choses de cette manière-là. Les arts mineurs. C'était le cas de la tapisserie. Tapisserie qui était en fait la grande spécialité des ateliers brabançons au XVIe siècle. Et on ne mesure pas assez le prestige dont jouissaient auprès des grandes cours princières dans toute l'Europe les chefs-d'œuvre réalisés par les lissiers brabançons. C'est pour cette tapisserie brabançonne que les mécènes les plus fastueux étaient prêts à payer les prix les plus élevés, des sommes parfois vraiment astronomiques. Et c'était vrai aussi en Italie. Par exemple, la célèbre tenture des Actes des Apôtres, probablement vous connaissez ça, cette tenture des Actes des Apôtres tissée à Bruxelles d'après les cartons de Raphaël et destinée à prendre place dans la chapelle Sixtine. Eh bien, elle a coûté au pape Léon X 16 000 ducats environ, soit 5 fois plus que la somme payée par Jules II pour les fresques de la voûte de la Sixtine par Michel-Ange. Et allez voir, si vous ne l'avez pas encore fait, l'exposition en cours sur Antoine Caron, au château d'Écouen, très belle exposition en cours en ce moment. Elle invite, avec l'exposition de ces remarquables tentures des Valois qui viennent de Florence et qui sont là, visibles en ce moment, elle invite à mieux comprendre en fait la valeur qu'avaient à l'époque les produits de cette industrie de luxe dont Bruxelles avait fait sa spécialité. Et donc, qu'est-ce que je veux dire par là ? Redécouvrir dans toute sa richesse l'art des anciens Pays-Bas et de la principauté de Liège au XVIe siècle, c'est en fait aussi réorienter nos intérêts vers des objets parfois négligés, parfois délaissés par l'histoire de l'art canonique en fait. Alors, second élément de réflexion qui nous ramène à la peinture de chevalet, cette forme d'expression que l'histoire de l'art européen privilégie de manière insistante, je souhaiterais évoquer un apport capital des fiamminghi dans ce domaine, à savoir leur contribution
décisive à la diversification des genres picturaux qui s'observent au début des temps modernes et qui est vraiment un aspect très important de ce qu'on peut considérer comme l'avènement du tableau moderne. Au XVIe siècle, dans la production de certains peintres flamands, on voit en effet s'imposer des spécialités cultivées comme telles, la peinture de paysage, mais aussi la peinture de genre, c'est-à-dire la peinture de sujets de la vie quotidienne, parfois dans leurs aspects les plus prosaïques. Et c'est là un phénomène absolument nouveau à cette époque, à côté de la peinture religieuse, du portrait, à côté aussi des sujets mythologiques qui venaient de faire leur apparition en Italie, le paysage et la scène de genre s'imposent peu à peu comme des genres picturaux à part entière. Et c'est important parce que ces réalisations des fiamminghi, elles vont essaimer par-delà les frontières de leur territoire et déterminer les orientations ultérieures de la peinture européenne. Comme vous pouvez le voir ici, la circulation des œuvres relevant de ces catégories émergentes, en fait, c'est ce qu'on peut appeler des catégories émergentes au XVIe siècle, le paysage, la scène de genre. Eh bien, cela va entraîner ce que Jean-Marie Guillouette vient d'appeler la modification des horizons d'attente, en fait, des amateurs d'art. Et pour en prendre toute la mesure, il faut discerner comment et pourquoi, dans les autres pays européens, ces réalisations des fiamminghi ont été appréciées par les amateurs d'art et adoptées par d'autres artistes. Vous voyez en fait ici des exemples qui évoquent l'amorce de ce phénomène à la fin du XVIe siècle et au début du XVIIe siècle. Et il est passionnant de voir comment les créations des fiamminghi ont ainsi ouvert de nouveaux registres d'expression qui deviendront essentiels dans l'Europe des XVIIe siècle et évidemment par la suite, ce qui nous amène à nous tourner vers Gaëtan Mas, puisque cette période, eh bien, elle relève tout à fait de sa spécialité. Merci, ça me fait une très belle transition, cette notion de diversification des sujets, parce qu'effectivement, moi, je vais me tourner davantage vers les phénomènes de réception et de marché de l'art, là aussi à grands traits. Donc là aussi, de manière pédagogique, je vous ai mis une carte, parce que les frontières de ces anciens Pays-Bas ne cessent de changer de la fin du Moyen-Âge jusqu'au début du XIXe siècle. Donc là, il faut à chaque fois un petit peu regarder comment ça se passe. Mais moi, je voulais effectivement revenir sur cette notion d'échange. Alors, on vous a beaucoup parlé des échanges entre les anciens Pays-Bas et le Portugal et l'Espagne avec Jean-Marie. Dominique a beaucoup parlé des échanges avec l'Italie. Moi, je vais davantage parler des échanges entre les anciens Pays-Bas et la France. Alors, je voulais revenir sur le fait que les échanges, c'est très très large. On a bien sûr les échanges d'artistes qui ont été évoqués, c'est-à-dire les déplacements physiques de ces artistes. Alors l'exemple pour la Flandre le plus important, c'est bien sûr Rubens, qui va d'abord aller se former à Anvers, puis après aller en Italie. Et une fois qu'il rentre chez lui, il devient un artiste international parce qu'il a cette double fonction de peintre et de diplomate. Donc en fait, pour la France, il a très très vite entretenu des liens privilégiés avec la France, puisqu'il a une carrière de cour. Et pour la France, il faut quand même rappeler qu'il a eu de la cour de France une des plus belles commandes, qui est la fameuse commande de Marie de Médicis, dont je vous ai remis un exemple à gauche. Donc là, physiquement, il était très connu, il se déplaçait lui-même, mais après, il y avait des œuvres qui arrivaient dans les pays, puisqu'il a laissé des commandes et des œuvres aussi en Italie. Mais pour la France, on pouvait aussi admirer des œuvres de Rubens en direct, en quelque sorte. Et puis, par ailleurs, il est très connu aussi pour tous ces retables qu'il a fait pour la Flandre, mais par exemple aussi pour le nord de la France. Et il a eu cette intelligence qu'avait eu Dürer avant lui de aussi penser à la diffusion de ses œuvres, parce que bien sûr qu'un retable, ça reste sur place, vu ses dimensions, et puis il est fait pour un lieu spécifique. Mais il a eu cette intelligence de faire graver ces œuvres principales qui ont pu être partout en Europe. Donc il y a ce phénomène d'échange par la personne, mais il y a aussi le phénomène d'échange par l'objet. Et c'est plutôt de ça dont je vais parler. Alors, au XVIIe siècle, on peut mettre la suivante, je vais vous parler à la fois du XVIIe et du XVIIIe siècle, parce qu'en fait, pour moi, il y a un phénomène capital qui va se dérouler au cours du XVIIe siècle, dont on va voir les aboutissements complets au XVIIIe, c'est le développement des collectionneurs.
à partir du XVIIe siècle, on va avoir des collectionneurs qui ne sont plus seulement des gens de cour, mais qui sont aussi des collectionneurs bourgeois, puisque c'est la classe sociale qui va se développer le plus, aussi bien au XVIIe qu'au XVIIIe siècle, et elles ont de l'argent et elles veulent imiter les élites, donc ça va correspondre justement à cette diversification des sujets qui font que les bourgeois vont vouloir décorer leurs intérieurs, pas par des immenses retables qui ne pourraient pas prendre place chez eux et qui n'ont peut-être pas aussi envie d'avoir ce type de sujet, mais cette diversification des sujets leur permet d'acheter des choses plus décoratives, des paysages, des natures mortes, des portraits, etc. Donc là, je vous ai mis une image assez schématique qui est tirée du site Mapping Art Markets in Europe. Bon, ce sont des schémas un peu simples, mais qui vous donnent un petit peu une idée de ce phénomène qui s'amorce plutôt dans la deuxième moitié du XVIIe siècle et qui s'épanouit au XVIIIe, puisqu'à gauche, je vous ai mis la carte du marché de l'art au début du XVIIIe siècle, dans les années 1720, et le résultat à la fin du XVIIIe. Et on peut percevoir très rapidement que vous avez ce déplacement qui fait que en fait, la taille des noms de villes est proportionnelle à la quantité d'œuvres d'art qui vont être vendues dans ces villes par le biais des ventes. Donc vous voyez qu'au début du XVIIIe siècle, eh bien, Amsterdam est relativement important, Londres aussi, mais finalement après il y a un déplacement qui se tourne davantage vers Paris et vers Londres. Alors pourquoi on va avoir justement ce phénomène de translation? C'est parce qu'il y a énormément d'œuvres des anciens Pays-Bas, que ce soit du Nord ou du Sud, qui vont arriver dans ces pays, tout simplement parce qu'il y a cette forte demande de la bourgeoisie. Donc on peut mettre la suivante. Ce que je vous montre rapidement, c'est que ça, ce sont que des œuvres qui étaient en France au XVIIIe siècle. Donc, j'ai mis 2 Rembrandt. On n'est pas là dans les Pays-Bas du Sud, mais c'est simplement, comme j'avais évoqué Rubens, on a un symétrique de très grands maîtres aussi qui de son vivant, comme Rubens, était très connu en France et déjà collectionné, mais là surtout par les élites. Donc vous avez le beau philosophe qui est resté en France puisqu'il est au Louvre, mais en revanche, donc l'autoportrait aux 2 cercles était la possession d'un collectionneur français du XVIIIe siècle, et bon après, il est par le phénomène des ventes, il est arrivé en Angleterre. Et pour les 2 autres tableaux que je vous ai mis, là ce sont des Flamands qui sont moins connus. Et je l'ai fait exprès de mettre des peintres moins connus du grand public, même s'il était important, González Cock. Donc là aussi, tableau qui était en France au XVIIIe siècle, par ce phénomène d'exportation vers la France. Et puis aussi Jos van Krasbeek, pour vous montrer 2 types de sujets qui sont assez différents, mais qui étaient vraiment demandés en France à l'époque. Ce qui s'est passé, c'est que cette évolution du goût est très très caractéristique parce que jusqu'au XVIIe siècle, on a vraiment un attrait principal pour les œuvres italiennes, mais on a vraiment un rééquilibrage des choses, on le voit dans les études statistiques, vers aussi les œuvres flamandes et hollandaises au XVIIIe siècle. Le problème qui va se poser aux collectionneurs, surtout les nouveaux collectionneurs, c'est comment connaître ces peintres inconnus avec des noms étranges, et parce que comme aujourd'hui on aime acheter une œuvre identifiée et non pas une œuvre anonyme, donc va se poser le problème d'une littérature adaptée. On peut mettre la suivante. Donc Dominique avait évoqué notamment le nom de Guicciardini, qui était un Italien qui vivait à Anvers, qui va être un des premiers à écrire un ouvrage sur les anciens Pays-Bas. Et ensuite, on aura. Alors, il y a beaucoup d'éditions qui montrent que ce livre répondait à une attente, qu'il a eu énormément de succès. C'est pour ça que je vous ai mis rapidement 2 éditions. Et puis, il y a d'autres auteurs, comme le père Boussingault, qui va aussi continuer cette tradition de ce qu'on met plutôt dans la catégorie littérature de voyage. Mais ce qu'on constate, c'est qu'au XVIIe siècle, la littérature de voyage, elle est surtout centrée sur la géographie, sur l'économie, sur la topographie, les mœurs, etc., etc. Donc pour nous, ce sont des sources fondamentales. Mais quand on évoque la culture, mais pas vraiment l'art. C'est-à-dire que si on veut devenir un amateur d'art, on ne va pas trouver les informations que l'on recherche dans ce type d'ouvrage. Et ça va justement basculer au XVIIIe siècle. Donc là, on peut passer à la diapo suivante. Il y avait une très très importante littérature sur l'Italie,
puisque là aussi, l'Italie a quand même toujours un temps d'avance, en quelque sorte. Mais ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir maintenant, au XVIIIe siècle, des marchands d'art ou des peintres, ou quelquefois des gens qui font les deux en même temps, comme Jean-Baptiste Descamps, dont je vais parler, qui va justement réfléchir à ces attentes, vous avez parlé d'horizon d'attente, et qui vont se dire, il faut vraiment qu'on puisse donner de la documentation pour que le marché de l'art continue à prospérer, mais que aussi les collectionneurs puissent savoir qu'est-ce qu'il faut acheter. En fait, donc, Jean-Baptiste Descamps est un Flamand qui est né à Dunkerque en 1715. Et puis, alors Dunkerque a une histoire très complexe. En 1715, à sa naissance, la ville appartient à la France. Après, elle appartiendra à l'Angleterre. Enfin, c'est pas ça l'essentiel. C'est que Dunkerque est une ville de culture et de langue flamande. Et donc, Jean-Baptiste Descamps est vraiment un Flamand. Il va d'ailleurs ensuite repartir avec sa famille faire sa formation en Flandre. Il fera sa formation de peintre à Anvers. Mais au XVIIIe siècle, économiquement, c'est très difficile de faire carrière dans les Pays-Bas qui sont du Sud, qui sont devenus autrichiens. Au XVIIe, c'était espagnol, ça devient autrichien. Donc c'est pour ça que c'est toujours assez compliqué de désigner la Belgique actuelle. Mais donc, il revient en France, il s'installe en France, il tente de faire carrière à Paris, mais il y a trop de concurrence, donc il va s'installer à Rouen. Mais ce qui est important à retenir, c'est que c'est vraiment quelqu'un, un homme de double culture. Il est flamand, sa langue c'est le flamand, mais donc il apprend le français pour s'installer en France. Et c'est comme ça qu'il va, avec cette double culture, observer cet horizon d'attente, surtout qu'au début, il a un petit peu de difficulté aussi à avoir des revenus confortables, donc il va les conjuguer avec un rôle de marchand d'art. Et donc, avec tous ces contacts qu'il avait en Flandre, il allait régulièrement en Flandre chercher et acheter des lots de peinture qu'il rapportait en France. Et c'est ça qui va lui donner cette idée de fournir aux Français la première littérature adaptée à des achats que l'on voudrait faire en direction de la peinture flamande et hollandaise. Donc il commence par faire un énorme ouvrage sur les vies d'artistes flamands et hollandais, où là on pouvait retrouver des grands maîtres comme Rubens, mais aussi des maîtres inconnus comme Grasbeek, et où on voit très bien qu'il veut coller à ses attentes, c'est qu'il met même une page où comment prononcer les noms. Pour un Français, comment prononcer les noms, si possible, d'une manière à peu près correcte. Et puis, il prolonge ses vies d'artistes, donc c'est en 4 volumes, c'est très, très conséquent. Il prolonge donc par un voyage pittoresque de la Flandre et du Brabant, qu'il publie en 1769 en France. Alors, il avait des concurrents qui avaient tenté la même chose juste avant lui, en Belgique, mais ça a fait un véritable flop. Et donc, parce qu'en fait, on s'adressait à des professionnels, on s'adressait à des élèves, tandis que lui, il veut vraiment faire un livre pour les amateurs. Et donc, il va écrire des choses que je trouve assez amusantes, que j'ai mis donc sur la diapositive. Donc, vous voyez, ce pays ne fournit point des beautés effrayantes, parce que, justement, il n'y a pas de montagne, contrairement à ce qu'on a vu dans l'imaginaire de Patinir, il n'y a pas de montagne. Les habitants sont doux et affables. S'il y a des Belges dans l'assistance, tout le monde sera très content. Le gouvernement est doux et paisible. Le gouvernement belge sera encore plus content. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un de l'ambassade, mais il faudrait qu'il vienne ici. C'est pour cet objet le pays le mieux situé de l'Europe. Et ça reste vrai, puisque la Belgique occupe toujours un rôle central par rapport à sa position géographique, d'où au Parlement européen. Les tableaux sont bien conservés, ceux des maîtres d'Italie n'y sont pas en grand nombre. Ceux de l'école de Flandre, des artistes allemands et hollandais en sont la richesse, et c'est dans ce pays qu'il est possible de juger du mérite de ces écoles. Et alors, ça c'est vraiment très important, parce qu'il va vraiment montrer que pour devenir un véritable amateur d'art, il ne suffit plus de connaître la peinture italienne et française, mais il faut aussi connaître la peinture flamande et hollandaise. Et surtout, son livre est une invitation à aller sur place. Et ça, c'est aussi un énorme basculement dans la littérature et dans le phénomène touristique, dans la mesure où, jusqu'à présent, les élites faisaient le grand tour, ce qu'on appelle le grand tour, toujours vers l'Italie. Et en fait, les bourgeois vont être dans une autre demande. Les bourgeois, souvent, travaillent, donc ils n'ont peuvent pas passer des années à faire un grand tour, et ils vont être demandeurs d'aller dans des régions plus proches et aussi dans des voyages plus courts. Et ça a été démontré aussi par des recherches qui ont été faites notamment par un collègue d'Anvers. Ces élites, qui sont notamment flamandes ou allemandes ou voire anglaises, elles vont désormais faire des voyages plus courts
qui vont aller vers les Provinces-Unies, donc les Pays-Bas du Nord, vers la Flandre, Pays-Bas du Sud, vers les régions germaniques, voire aussi vers l'Angleterre. Et là, on a vraiment un basculement, parce qu'on ne peut pas encore appeler ça vraiment le tourisme, mais pour moi, Jean-Baptiste Descamps, avec cet ouvrage, est vraiment le premier à faire un guide touristique pour la future Belgique, puisque, vous voyez, il a même pris la précaution, c'est la dernière citation, j'ai ajouté une carte du pays que je parcours, c'est d'ailleurs sur cette carte que je vous ai fait l'itinéraire qu'il propose aux visiteurs, et ce qui n'est pas inutile pour les voyageurs, dans chaque ville, j'indique les voitures publiques avec l'heure de leur départ. Donc il y a les heures de diligence, les heures de bateau, s'il faut prendre le bateau, etc. Et il a l'intelligence aussi de proposer un parcours qui part, puisqu'il s'adresse prioritairement aux Français, donc qui part de Lille. Donc quand on arrive de Paris, on arrive à Lille, c'est très logique. Et puis donc vous avez tout le parcours qui se termine à Saint-Omer et on peut repartir avec la diligence vers Paris. Et il a aussi la précaution de proposer un parcours des églises parce qu'il dit en fait, pour aller dans les églises, c'est toujours ouvert, vous n'avez pas besoin d'avoir un réseau privé qui vous permet d'accéder aux collections privées, ce qui peut toujours se faire si vous venez de l'aristocratie ou vous avez déjà votre réseau d'amateurs. Mais si vous ne l'avez pas, eh bien, ce livre est vraiment très ouvert. C'est pour ça que je trouve que c'est vraiment le premier guide touristique qui permet tout. Il donne les indications et puis après, allez voir par vous-même la grande peinture flamande. Donc, ce basculement, vous voyez, par rapport à ce qu'on a proposé entre Jean-Marie, Dominique et moi, c'est enfin à grands traits une espèce d'évolution qui fait qu'à la fin des temps modernes, la Flandre est vraiment, enfin quand je dis la Flandre, c'est bien sûr le Brabant, enfin on va dire les Pays-Bas du Sud, sont vraiment à égalité complète avec l'Italie parce que leur peinture plus diversifiée, de plus petits formats, convient beaucoup aux attentes des collectionneurs moins riches que les aristocrates et les souverains. Donc il y a eu une véritable évolution avec une convergence d'éléments. Et c'est pour ça que l'histoire de l'art d'aujourd'hui doit vraiment reposer sur différents angles d'approche. On ne peut plus se contenter de faire l'iconographie et puis le style, mais au contraire, en prenant ces différents angles d'approche, économiques, sociologiques, enfin tout ce que vous voulez, eh bien, je crois qu'on peut vraiment réécrire une histoire mondiale, parce que moi j'ai commencé en disant que j'étais attachée à une histoire plus ouverte vers l'Europe, mais je dois dire que je suis encore plus attachée à une histoire mondiale, et notamment avec ce que Jean-Marie disait, ça me permettra de fermer la boucle, quand il montrait qu'il y avait beaucoup d'objets flamands ou de tendances flamandes qui étaient arrivées au Portugal et en Espagne, ça a été aussi une espèce de tremplin pour envoyer des œuvres vers le Nouveau Monde, notamment l'Amérique du Sud, ce qui fait qu'en Amérique du Sud actuelle, on commence à beaucoup étudier les œuvres flamandes qui sont arrivées. Donc, je pense qu'en conclusion, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'on ne peut plus étudier l'art d'un point de vue national. Il y avait aussi cette notion de nation. Bien sûr qu'il y a des identités culturelles. Le terme de nation me dérange toujours un peu, parce que même si on l'utilise au début de la période des temps modernes, après ça disparaît, enfin bref, mais on se comprend, c'est une facilité de langage. Et donc, il faut décloisonner et il faut vraiment ne plus... on ne peut plus étudier l'histoire de l'art par rapport à un pays, parce que là aussi, vous avez vu que ces frontières sont tellement mouvantes que ce n'est pas simplement les frontières qui bougent, mais c'est aussi les mentalités. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup à tous les trois pour ce panorama des circulations, des voyages, des échanges. Alors, on a du temps pour prendre des questions. Donc, est-ce que... Oui, alors je vous passe le micro pour que ce soit capté sur notre enregistrement. Voilà, merci beaucoup. J'ai noté ma question parce que je ne suis pas tout à fait convaincu qu'elle est pertinente. Et donc, je préfère la lire de manière précise. Les trois présentations, chacune à leur manière, et très différentes d'ailleurs, me semble-t-il induit une forme de fluidité évidente et en quelque sorte une approche très positive. On voit qu'on reprend les modèles, les styles, que ça circule, que l'influence semble
et j'y mets des guillemets, facile, c'est comme ça en tout cas que je le reçois, avec évidemment la question très très importante et non résolue de savoir où sont pour les uns et pour les autres les limites, hein, les frontières au sens latin du terme, à partir de quel moment on est à l'étranger. Mais je ferme la parenthèse. Mais il me semble que le trafic est fluide, ou induit une certaine fluidité, c'est ce que je perçois. Et je parle de trafic fluide parce que venir de Belgique jusqu'ici un vendredi après-midi et passer par Paris induit quand même une certaine perception de fluidité ou non-fluidité du trafic, et je ne peux pas m'empêcher d'y faire allusion. Mais je me demandais, à l'inverse, si on ne pouvait pas voir les choses en termes négatifs, en termes de repli identitaire. Et le terme identité est intervenu tout à la fin, je l'attendais, Gaëtan Mas l'a prononcé, identité culturelle, et en termes donc de sens interdit et d'embouteillage. Le terme identité est arrivé à la fin, et en vous entendant, et surtout en vous écoutant, je pensais à ce concept de Freud sur le narcissisme des petites différences, hein, qu'il utilise pour expliquer ces espèces d'oppositions irréductibles à l'individu et au groupe d'individus, ces oppositions qui surgissent pour marquer ces différences et donc identifier soit comme identiques, soit comme exotiques les groupes. Mais donc, je me demande si on ne peut pas aussi regarder les choses en termes de négation, en quelque sorte, et de repli identitaire. Je ne suis pas ça et je ne veux pas ça, parce que cette influence-là ne me correspond pas à moi, individu ou groupe. Voilà. Je me permets, j'ai réagi et je me permets de prendre la parole tout de suite parce que ça correspond exactement à une question ancienne et à une problématique ancienne qui est la mienne, qui, depuis que j'ai travaillé sur la question des transferts artistiques pour le programme dont je parlais tout à l'heure, dès les années 2010-2014, la question, c'est aussi un produit politique contemporain. C'était la question de la créolité, de l'hybridation. Aujourd'hui, c'est un sens historique qui fait consensus, qui est aujourd'hui la chose. Quand on regarde, sans jugement de valeur, mais quand on compare ces valeurs-là à celles de la construction de la discipline au XIXe siècle, ou au contraire, la question de l'identité, de la pureté de l'identité à la fois raciale, ethnique, etc., construit le discours, on voit bien que, y compris notre propre discours, est aussi le produit d'une configuration politique contemporaine. Et la valorisation de l'histoire connectée, de l'histoire globale de la France, de ce à quoi j'ai participé, hein, de la valorisation des circulations et de l'histoire des transferts, c'est aussi le produit de cette valorisation de l'hybridation. Et je pense que depuis longtemps, qu'il faut aussi produire, il faut aussi réfléchir à une histoire des résistances, en effet, et à une histoire des identités des résistances. Et moi, je donnerai juste un exemple qu'on a rencontré, pas moi directement, mais dont j'ai rencontré le travail, c'est le travail pour une période un peu plus haute, hein, de Franz Dopéré en Belgique, qui a montré comment, au tournant du XIIe et XIIIe siècle, alors que se diffuse le style gothique dans la région Mosane, pour faire simple, enfin, en Belgique actuelle, autour de la région Mosane, précisément, il a identifié, se diffuse le vocabulaire de l'architecture gothique venu de France. C'est un vocabulaire stylistique, technique, exogène, étranger, reçu comme tel, une nouveauté qui s'implante dans un territoire marqué par une architecture romane. Cette architecture gothique, elle s'accompagne de l'acclimatation de nouveaux outils de taille de pierre, notamment la gradine, etc. Et Franz Dopéré montre comment, autour de Liège, dans la région Mosane, autour de Liège, enfin, il démontre cela géographiquement plus finement que je ne le fais aujourd'hui, alors que tout autour de cette région, on voit les artisans tailleurs de pierre utiliser cette gradine, c'était incorporer, acculturer ces nouveaux outils de la technique, on voit toute une série d'artisans travaillant pourtant des formes inspirées du gothique, mais continuant à utiliser de manière très, très volontaire le pic, comme un îlot de résistance technique, en quelque sorte, dans la région Mosane, qui dure tout au long du XIIIe siècle, comme une sorte d'identité technique d'une catégorie d'acteurs qui résiste, en quelque sorte, à la diffusion des outils qui sont associés à ce nouveau langage gothique. Et donc, c'est un des exemples. Moi, j'ai toujours pensé qu'il fallait aussi pas se laisser emporter par le vent de l'histoire connectée, mais effectivement réfléchir à l'autre facette de cette médaille, qui est la question des résistances. Et donc, partant des questions de résistance, la question des identités, en second lieu. Pourquoi est-ce négatif ?
Mais pas toujours, je crois, pas toujours. Les résistances peuvent aussi engendrer quelque chose de fécond. C'est vrai que finalement, les problématiques que nous avons envisagées, elles sont valables sur le temps long, chaque fois avec des géométries qui se dilatent. J'ai parlé d'une dilatation de l'espace familier dans lequel on se positionne mentalement et parfois presque inconsciemment, une sorte de paramétrage. Notre paramétrage aujourd'hui a fortement changé et finalement les questions que nous posons sont un petit peu liées à cette perception d'un monde dans lequel nous évoluons qui n'est vraiment pas le monde familier mais dont on sait qu'il s'étend très très largement. Alors ça engendre des tas de choses qui sont de l'ordre des brassages, des hybridations, des métissages, des résistances aussi, et tout cela, quand on l'envisage rétrospectivement, se révèle assez fécond. Alors, moi, je vais aborder cette question pour ce qui concerne le XVIe siècle, la notion d'identité, la revendication d'une identité, eh bien, sur le plan artistique en particulier, elle est vraiment perceptible, à la fois dans les arts, dans les anciens Pays-Bas et la Principauté de Liège, donc ce territoire qui nous intéresse, et dans l'historiographie qui se développe là-bas. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est qu'en fait, l'historiographie qui se développe de manière très remarquable et ignorée pendant très longtemps, aujourd'hui on commence à découvrir ça. Il y a des récits de l'histoire de l'art qui voient le jour sur le territoire dont on parle dès le XVIe siècle, qui en quelque sorte veulent exprimer quoi? On est là aussi. On a d'autres valeurs, on a d'autres langages qui ont aussi leur intérêt. Maintenant, ce qui est assez intéressant, c'est d'observer que l'historiographie qui se développe dans les autres territoires, et celui dont on parle en particulier, est quand même fortement dépendante, tributaire de l'historiographie italienne. C'est sur le modèle de l'historiographie italienne et par réaction à l'historiographie italienne qu'elle va se développer. Et donc, elle se manifeste comme quelque chose qui résiste un peu ou qui offre des alternatives. En fait, c'est ça qui est intéressant, qui propose des alternatives, parce que c'est pas toujours en termes de résistance, résistance, revendication identitaire, avec toutes les choses pas très très agréables qu'on peut rattacher à ces notions-là, mais c'est parfois, voilà, vous proposez quelque chose, nous avons autre chose à proposer, et ça donne lieu à quelque chose de très, très fécond. Et donc, on a chez des auteurs comme Lamsonius, qui est un auteur brugeois installé à Liège, qui a rédigé des traités sur l'art, des réflexions très intéressantes. On a chez Karel van Mander, évidemment, on n'a pas parler de lui, mais c'est un Flamand qui a fait sa carrière dans ce qui allait devenir les Provinces Unies. Là aussi, une historiographie du Nord qui fait valoir les spécificités du Nord. Mais ce qui me paraît vraiment intéressant, c'est quand même d'observer que, et je crois que ça n'a pas été beaucoup étudié, elle est quand même enfermée dans les modèles, les carcans, les cadres conceptuels issus de Vasari. Et ça, je pense que c'est quelque chose à quoi les historiens de l'art, les spécialistes de l'historiographie devraient réfléchir. Cependant, pour revenir à la question, eh bien, elle est extrêmement féconde finalement. C'est toutes ces questions de choc des cultures, avec les dialogues que ça peut engendrer, et parfois aussi les tensions que cela peut engendrer. Et tout au fil de l'évolution, je crois qu'on a parcouru ensemble, eh bien, cela peut s'observer. Oui, moi je pense qu'effectivement ce qu'on a dit ne doit pas oblitérer le problème des résistances, et je pense que ça fait effectivement partie de l'histoire, et ces résistances, elles sont quelquefois personnelles. Si je reviens au cas de Descamps, quand il a commencé à écrire ses livres sur la peinture flamande, il est flamand, et il a été attaqué par les Flamands qui étaient restés dans les anciens Pays-Bas du Sud en disant « Ah mais non, parce qu'en fait, il n'avait plus le droit de parler de Flandre à partir du moment où il était en France. » Je sais pas, c'était... Donc il y a vraiment aussi des phénomènes un peu étranges, et surtout, comme il voulait former les amateurs à la peinture flamande et hollandaise, il veut
que les amateurs aient un jugement critique, puisque à cette époque-là, c'est ça qui devient important, comment juger de la peinture. Et il s'est permis notamment de faire des remarques sur la peinture de Rubens. Et alors là, c'était vraiment un crime de lèse-majesté. Bon, ça, c'est anecdotique, mais je pense que ça laisse entendre qu'effectivement, l'histoire des résistances est tout à fait encore à construire. Mais moi, j'avais un peu un autre propos, ce qui m'a beaucoup dérangé, et j'ai axé, je crois, la majeure partie de ma carrière là-dessus, c'est le décloisonnement, parce que j'ai notamment, encore une fois, notamment à travers des camps, travaillé sur le phénomène des écoles de dessin, comment on forme au dessin en France au XVIIIe siècle. Et en fait, ce qui me dérangeait, c'est que tout à l'heure j'ai parlé d'Italie, on mettait tout en référence à l'Italie, et au XVIIIe siècle, surtout à partir de la fin du XVIIe avec Louis XIV, la France prend une position politique et culturelle dominante en Europe, ce qui fait qu'on a à ce moment-là tendance à ramener beaucoup de choses aussi à la France. Donc j'ai pas un problème avec l'Italie en particulier. Et sur le phénomène des écoles de dessin, en retournant aux archives, j'ai pu montrer que le modèle dominant des écoles de dessin qui se développe dans la deuxième moitié du XVIIIe siècle en France est celui que Descamps va développer à Rouen, et en fait il l'a chippé à Bruges. Donc c'est un modèle flamand, qu'on dit un modèle français, mais non, c'est pas un modèle français, ça vient de Bruges via Descamps. Donc c'est en fait remettre un petit peu les choses à leur place qu'il faut faire en étant rigoureux dans le travail d'archives, dans la réflexion. Et donc, pour les résistances, pour les identités, il faut absolument, là aussi, faire ce travail rigoureux, je pense. Alors, c'était une question très rédigée et très longue qui a entraîné des réponses très longues et circonstanciées. Vous pouvez aussi poser des questions plus courtes, ne soyez pas intimidés. Merci. Oui, Madame Maes, vous avez commencé votre propos en disant qu'il n'y avait pas de nation à cette époque-là. Et néanmoins, oui, mais lorsque l'on regarde par exemple le point de vue flamand aujourd'hui, la fête nationale pour eux n'est pas le 21 juillet, mais le 11, c'est-à-dire le jour de la bataille des Éperons d'Or, où ils ont enfoncé l'armée de Philippe le Bel. Et je veux dire plus globalement, je voudrais vous demander comment se situe en fait la question linguistique à cette époque-là, c'est-à-dire au 15e, 16e, dans la mesure où un certain nombre de grands peintres considérés aujourd'hui tout à fait comme flamands, en fait, on les appellerait aujourd'hui des Wallons. C'est le cas de Patigny, enfin, qu'on appelait Patigny, de son neveu Henri Blesse, qu'on a appelé Maître de Blesse, de Lambert Lombard. Le centre culturel, après l'ensablement du port de Bruges, est passé à Anvers. Comment se situent à l'époque les relations et ce qu'on a appelé ensuite au 19e et au 20e la querelle linguistique? Est-ce qu'à l'époque, on est en bilinguisme? Alors, en fait, je pense qu'à l'époque, si on regarde la situation d'Anvers au XVIe siècle, elle est vraiment passionnante. Aux 80, c'est tout un programme. Et on voit des publications qui sont multilingues. Et donc, on est vraiment dans un univers absolument cosmopolite. Et c'est peut-être aussi un élément de réponse à l'ensemble de la problématique dans laquelle on s'est engagé dans ce débat. On a un peu l'équivalent dans le monde artistique de ce qu'on a appelé la République des lettres, qui dépasse les frontières, qui sont enfin des frontières dont nous mesurons le tracé, l'importance aujourd'hui. À cette époque, il y a des prises de conscience, je pense vraiment, de cultures différentes, et je pense que c'est très fécond, et je pense que ce n'est pas nécessairement source de conflit. Et il faut se représenter qu'on est quand même à peu près, pendant toute la période qu'on a envisagée, dans une période de guerre. Et en fait que les intellectuels et les artistes sont souvent ceux qui s'isolent un peu par rapport aux logiques guerrières et en définitive entretiennent des liens par-delà ce qu'on appelle les frontières. Et en ce qui concerne les langues dont ils font usage, les artistes... un artiste comme Patigny, un artiste comme Blaise, ils ont fait carrière à Anvers. Et donc, ils ont dû
Ils ont dû apprendre ce qu'on appelle aujourd'hui le moyen néerlandais, évidemment. Et je pense que ce n'est pas vraiment un problème. Un artiste comme Lambert Lombard, sur lequel je travaille beaucoup, et je travaille sur ses dessins, c'est-à-dire quelque chose, il a laissé énormément de dessins. On a une collection phénoménale de dessins de Lambert Lombard à Liège. C'est en fait tout son matériel d'atelier. Et c'est très intéressant parce que sur ce matériel d'atelier, ce à quoi on n'a pas accordé d'attention jusqu'à présent, c'est qu'il y a des tas de notes. Et les notes, elles sont tantôt en français, tantôt en latin, tantôt en néerlandais. Voilà. C'est vraiment intéressant que dans ce monde qui s'est ouvert, les artistes essayent de s'adapter en fait en étant le plus possible, en se mettant dans les conditions d'être le plus possible réceptifs à tout ce qui les intéresse. Et ça va vraiment par-delà les frontières. Ça ne les empêche pas de dire moi, c'est ça ma spécialité, c'est ça ce à quoi je suis familier, mais très clairement, ce qui vient nourrir leur pratique artistique, c'est aussi la confrontation avec l'altérité, comme je le disais tout à l'heure. Le 50e anniversaire de la mort de Patinir, est-ce qu'il est prévu des expositions en Belgique sur ce magnifique peintre qui a créé le paysage? Alors, pas à ma connaissance. Il y a eu une exposition au Prado à Madrid, il y a déjà pas mal de temps, effectivement. Mais en revanche, ce qui semble se dessiner comme projet en Belgique, c'est une exposition consacrée à Blaise. Henri Blaise ou Hérémède de Blaise. À Namur. Oui, j'avais vu que vous aviez une question. Mesdames, Messieurs, est-ce que la notion de belgitude, d'abord, existe? Est-ce qu'elle a un sens? Et lequel, pour vous, personnellement? On va laisser la Belge répondre. Vous voulez dire aujourd'hui? C'est pas si récent, cette notion de belgitude en tant que telle. Est-ce que ça a un sens? Et lequel? Oui. Oui, cela peut avoir un sens. Je pense qu'il y a des nuances de sensibilité, des particularités culturelles qu'on peut rapporter de manière plus privilégiée à la Belgique. Et là encore, j'aurais tendance à me positionner sur l'exemple de ces artistes parmi lesquels j'évolue continuellement, dans un monde cependant ouvert et dans un monde dans lequel il y a des brassages en permanence avec tout ce que cela apporte de positif, de stimulant, cette dynamisation finalement de ce qui pourrait apparaître comme le fonds propre à la Belgique. Mais je pense que oui, sans aucun doute. Il y a des choses qui font, et je suppose que vous l'entendez tout simplement à mon accent, hein, il y a des particularités, bien sûr. Est-ce que c'est ce genre de discussion que vous souhaitiez? Oui, belgitude. Alors, oui, et il est mais ils font partie d'un patrimoine que la Belgique va percevoir comme familier, mais pas nécessairement comme le sien propre, mais comme quelque chose qui est familier, ou quelqu'un qui est éduqué en Belgique va se dire c'est quelque chose qui me parle et qui a joué un rôle important dans la définition de ce que je suis. Je crois qu'on ne peut pas aller au-delà de cela. Oui, oui, exactement. Du cinéma bruxellois, belge, flamand, wallon. C'est du cinéma. Et c'est du cinéma, je pense vraiment. Et voilà, et cette question-là, on peut la poser pour l'art en général, et pour toute forme d'expression. Mais reconnaître qu'il y a certaines nuances, certains idiomes artistiques, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne veut pas dire pour autant qu'on revendique une identité, qu'on fait valoir des cloisonnements et des frontières. Voilà. Alors, j'ai une autre question. Oui,
La question est la suivante, c'est-à-dire que vous racontez une histoire d'une époque, mais moi je ne la ressens pas tout à fait comme ça. Parce que mon grand-père était belge, j'ai perdu de vue l'histoire, j'étais en Belgique de l'Ouest une fois, mais à Liège, j'y suis jamais allé. Et eux, sur 3-4 siècles, ils y étaient déjà, ils étaient à Liège. Donc, ma question est la suivante, c'est que la France, moi je suis français maintenant, mais à l'époque, si vous voulez, les gens étaient peut-être attachés à leur identité, mais est-ce qu'il faut encore l'être à l'époque de l'Europe? Parce que sinon, ça va être des conflits sans arrêt. Sans arrêt, sans arrêt. On est bien d'accord, c'est, je pense, ce qu'on a cessé de répéter. Hein, vous avez tout à fait raison, évidemment, évidemment. Donc, considérer qu'il y a des nuances de sensibilité, qu'il y a des choses qui font partie de la culture, qui peuvent être revendiquées comme faisant partie du fond propre d'une personne, ça ne veut pas nécessairement dire que cette personne s'oppose, s'ancre dans un territoire qui s'oppose à d'autres territoires. Absolument pas. C'est ça, je crois, qu'il faut retenir. Il faut rajouter une chose, qu'en 1800, il y a 2% de la population française qui sait lire et écrire. 2%. Vous imaginez, 2% qui savent lire un livre. C'est pas grand-chose. Bon, il a fallu se débrouiller. Maintenant, on en est à 2% qui ne savent pas lire et écrire. C'est l'inverse. Bonjour, merci pour cette présentation passionnante. Et ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est ce lien qui existe entre les arts décoratifs et la sculpture, la peinture. Donc il y a ce lien fait entre le portail à Bethléem avec cette custode, ce lien entre la peinture et les tapisseries donc, qui existent et qui appellent, donc, ce qui me fait penser à cette question de décloisonnement qui s'impose un peu aujourd'hui dans la recherche, mais comment mener ce décloisonnement en étant appelé à se spécialiser souvent sur un corpus assez réduit, donc de peinture, de sculpture, en architecture, et même les objets d'art qui ont une diversité immense par leur matérialité. Et comment aller vers ce décloisonnement de l'étude. J'ai aperçu la carte d'élèves de l'école du Louvre, donc en plus vous êtes engagé dans ce processus d'étude peut-être. Donc c'est peut-être de ce point de vue-là qu'il faut en tout cas, je voudrais, avant de donner la parole à Gaëtan, dire que je comprends tout à fait cette question, qu'en effet, précisément ce cadre conceptuel hérité de l'historiographie italienne du XVIe siècle, très intéressant à étudier, vraiment, néanmoins, nous met dans l'embarras quand on aborde d'autres formes d'expression artistique. Et je viens de vivre cette expérience en me penchant sur un chef-d'œuvre de l'orfèvrerie. Alors l'orfèvrerie, on aborde ça comment déjà quand on est finalement formé à l'histoire de l'art, qui est une histoire de l'art héritée de Vasari, qu'on a étudié essentiellement l'architecture, la sculpture et la peinture. Et cette pièce d'orfèvrerie du XVIe siècle, mais dans un style gothique, mais nettement caractérisé. Comment fait-on? Alors on est obligé de faire exploser les cadres, en fait, réellement. Alors, on l'a fait, hein, par exemple, Matt Cavalor, un historien de l'art canadien, a publié un ouvrage remarquable. J'invite tout le monde à le lire parce que il s'intitule de manière un peu polémique Le gothique de la Renaissance. Mais oui, au XVIe siècle, on n'est pas en pleine Renaissance partout en Europe. Le gothique est encore là. Alors vous devez travailler sur de l'orfèvrerie gothique au XVIe siècle. Vous faites comment? Tout l'arsenal des critères d'appréciation auxquels vous êtes familiarisés se révèle absolument inopérant pour le faire. Donc on est vraiment en difficulté. Et c'est vrai que ça amène à une révision de la manière dont on enseigne l'histoire de l'art. Vous avez tout à fait raison. Peut-être que Gaëtan...
Moi, je donnerais juste une recommandation pédagogique, parce que c'est ce qu'on fait quand on encadre la recherche. C'est vrai que c'est ambitieux, mais moi, le conseil que je recommande, c'est de ne pas lire que des choses sur son sujet. C'est ça qui est gênant, c'est qu'il faut s'ouvrir. Donc, effectivement, il faut rester centré sur son sujet, mais il faut vraiment s'ouvrir à une bibliographie internationale, parce qu'il y a beaucoup de renouvellement, justement, des approches. Donc, pas simplement une bibliographie qui sort de sa langue, mais aussi une bibliographie qui va vers d'autres approches. Donc, effectivement, si on est spécialiste de peinture, aller voir aussi des publications sur l'orfèvrerie qui restent connectées au sujet, parce qu'il faut quand même garder la maîtrise et de ce qu'on fait. Et la recherche se fait en temps compté, parce qu'elle coûte cher, et donc que ce soit dans le cadre d'un doctorat ou même quand on est après professionnel à temps plein, on a de moins en moins de temps pour la recherche. Donc ça veut dire être le plus efficace possible dans un temps compté. Ça, c'est le gros enjeu de la recherche. Et voilà, il faut ouvrir sa bibliographie. Et puis après, je crois que ça invite aussi à être un peu curieux, aller quelquefois dans des rencontres un peu qui touchent de plus ou moins près à son sujet. Et puis, ça invite aussi à faire des collaborations, comme aujourd'hui, d'aller voir un peu, consulter des collègues, lire leurs travaux, consulter des collègues. Donc, c'est pas facile à mettre en place, mais je pense que dans la recherche, il y a une donnée fondamentale qui est la planification du travail. Donc, voilà, c'est les conseils que je peux vous donner. Si je peux me permettre, ces anachronismes, ils existent dans toutes les formes d'art. Vous avez par exemple, en Lot-et-Garonne, le château de Bonaguil, qui a été construit postérieurement à Chambord et qui est peut-être le plus beau château du Moyen-Âge qu'on peut imaginer, et d'autant plus beau que personne n'a jamais pensé à l'attaquer et qu'il est en parfait état. Mais postérieurement à Chambord, on construisait encore des châteaux avec des douves, des tourelles, voilà. Oui, bien sûr. Je veux dire, quand on dit le Moyen-Âge, la Renaissance, je veux dire qu'il y a une période de plusieurs dizaines d'années dans lesquelles les arts se sont entremêlés. Les choses se superposent, oui, bien sûr. Sur la question de la catégorie des arts décoratifs, qui était la source de votre question, en tant que médiéviste, je suis un peu moins mal à l'aise que mes collègues pour la question, parce que pour le Moyen-Âge, précisément, ces catégories-là sont des catégories qui ne sont vraiment pas opérantes, comme l'a rappelé Dominique. La tapisserie au 14e, depuis le XIVe siècle, le début de l'émergence de la tapisserie flamande au XIVe siècle, tapisserie ou l'orfèvrerie les orfèvres par exemple, sont au XVe siècle des artistes dans l'entourage des princes bien plus valorisés que les peintres ou les sculpteurs. Les orfèvres sont bien plus que valets de chambre du prince, orfèvre officiel. Il y a toute cette catégorie des arts, cette hiérarchie des arts qui est un héritage de l'Europe des Lumières, qui est celle sur laquelle on vit aujourd'hui, entre art majeur et art mineur, n'est pas du tout opératoire pour des périodes telles que la mienne. Donc, en effet, c'est d'autant plus facile pour moi, c'est d'autant moins... comment dirais-je, je ne brise aucun tabou, encore moins de tabou, en regardant, en mettant en relation pour le Moyen-Âge, architecture et orfèvrerie, architecture et tapisserie, peinture et tapisserie, orfèvrerie et peinture, parce que tout cela est un continuum, au Moyen-Âge plus qu'à par la suite, est un continuum créatif constant. On va prendre une dernière question. Du coup, une dernière question, et puis après, je pense que vous aurez la possibilité de poser des questions officieuses. Ok, c'est pour moi le privilège de la dernière question. Alors, oui, en fait, votre table ronde, brosse très large. En soi, c'est déjà un exploit. Vous avez balayé plusieurs siècles. Et puis, vous parlez de décloisonnement, mais en fait, la table ronde aura pu avoir pour objet l'étude du décloisonnement au cours de ces siècles. Enfin, à peu près au cours du Moyen-Âge, c'est à peu près le moment où les premiers bateaux génois arrivent à Bruges. Et à la fin, au cours de la période que vous avez envisagée, les bateaux génois vont en Amérique, etc. Donc, le décloisonnement, c'est peut-être un problème méthodologique, mais c'est aussi un objet historique. Là, au cours des siècles,
que vous évoquez, vous en évoquez tellement que vous évoquez un décloisonnement qu'une véritable explosion, quoi. Enfin, bon, c'est plus une remarque qu'une question, mais bon. C'est ce que j'allais dire, c'était plus une remarque qu'une question. Oui. Mais peut-être c'est l'intérêt en fait d'avoir traité un sujet comme celui-ci. D'une part, ce qu'on a essayé de montrer, c'est que si on envisageait l'histoire de l'art, si on avait écrit dès le départ l'histoire de l'art depuis ce territoire, correspondant à la Belgique actuelle, ce serait très très différent. On aurait beaucoup parlé d'orfèvrerie, de tapisserie. Ce serait très très différent en fait. Et donc ça vaut la peine d'y réfléchir. Première chose. Et de toute façon, quelle que soit la manière dont on pose le problème, on se rend compte qu'on est dans un monde où on doit avoir une représentation réticulaire avec des mouvements continuels, des interactions fécondes. Et donc, il faut envisager les choses dans une perspective plus large. Je pense que ce sont vraiment les deux axes de réflexion que nous voulions mettre en avant. Ouvrir le plus largement possible le champ, mais aussi comprendre que, et ça revient sur des questions qu'on a posées au début, que le positionnement ici ou là va occasionner une représentation différente. Et que c'est ça qui est intéressant, et que c'est ça qui est enrichissant, en fait, dans le domaine de l'histoire de l'art. Et donc, on pourrait imaginer des histoires de l'art, et pas seulement l'histoire de l'art occidentale telle qu'on l'a apprise. Merci beaucoup, Dominique Allard, pour ce très joli mot de conclusion, et merci à nos trois intervenants pour cette abondance.